Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour. Mon aspirante invitée d'aujourd'hui est une réalisatrice, productrice, ancienne journaliste. Je l'ai rencontrée sur le tournage de son dernier film, Chienne de faïence, intitulé. C'est son dernier film, mais le premier long métrage fiction, parce qu'elle a réalisé auparavant des documentaires. Elle a produit, c'est une production, réalisation de A à Z, toute seule. J'ai été tellement impressionnée que j'ai pensé tout de suite l'inviter à mon balado. Elle s'appelle Marie-Hélène Panissé. En tout cas, moi, ça me dérange pas, hein, si vous voulez l'enlever. Enlever quoi? Mon niqab? Non, votre brassière. Bon, les enfants, oubliez pas, hein, c'est Mamie Lynn qui vient vous chercher ce soir. Bon, ben, C'est la belle de ta grand-mère. Ne m'attendez pas pour souper. T'es belle. Tu trouves pas que j'ai engraissé? Ah, tu sais que j'aime ça comme ça. Maudit. Les toilettes sont à gauche, au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Au revoir. En route, sous-sol par veuillez s'il vous plaît vous retirer du champ de la porte. J'ai mon voyage. J'ai la boîte poignée dans le fond. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Nabila. Je suis très contente de te voir et de te recevoir. Je suis très contente d'être là, puis merci pour cette belle introduction. Oh, tout le plaisir est pour moi. Alors, j'aimerais que tu nous parles, de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à réaliser ce film Chienne de faïence? Oui, alors, si on revient en arrière, moi, d'abord, je viens du milieu de la danse classique. Alors, oui, à 15 ans, c'était mon rêve de devenir ballerine. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais envie d'aller à l'université, d'explorer autre chose. Et je me suis retrouvée à faire de l'histoire de l'art et ensuite du journalisme. Et finalement, j'ai atterri en communication et à me spécialiser en cinéma, parce que je voyais dans le cinéma une manière d'allier toutes les formes d'art que j'aimais, justement, qui me passionnaient, et pouvoir parler de sujets importants, mais par le truchement soit du film d'art, du documentaire ou de la fiction. Et puis, c'est ça. Donc, mes premiers films, comme scénariste et réalisatrice et productrice, c'était des films de danse. Oui. Parce que je m'étais fait dire, quand je commençais par un réalisateur, il m'avait dit, mais toi, qu'est-ce que tu as de spécial à apporter au cinéma? Alors, venant de la danse, je me suis dit, peut-être que je peux justement apporter une nouvelle manière de filmer la danse. Ouais. Je trouvais souvent que la danse était... que quand la danse est filmée, des fois, le fait que ce soit en 2 dimensions, ça perd beaucoup de dynamisme. Ouais. Et je m'étais retrouvée à l'université à faire du montage et je me suis rendu compte que par la magie du montage, on était capable de dynamiser le mouvement. Je parle de ça parce que ça nous amène pas si loin de Chienne de faïence. En fait, ouais. Chienne de faïence étant un film qui met en scène 2 femmes dans un ascenseur, une qui porte le niqab et une qui est adepte de chirurgie esthétique. Et donc, le film est un huis clos. Et je pense que à travers toutes ces 30 ans de faire du cinéma, le fait que j'ai fait de la danse et des films de danse m'a aidé à rendre ce film dynamique. Uh-huh. Parce que quand on pense à un huis clos, 2 femmes dans un ascenseur, justement, on peut se dire ça peut être plate longtemps. Ben oui. Puis finalement, c'est ça, il faut le dire que c'est une comédie aussi. Alors, oui, c'est important pour oui. moi que ça soit dynamique. Et donc, c'est ça, je fais le lien avec mon parcours en danse pour avoir réussi à mettre un petit peu de slapstick là-dedans aussi. Oui, et c'est comme ça que tu m'as invité tu m'as offert un rôle. Le rôle, c'est un petit rôle, mais c'est un rôle quand même pour toi qui est important. C'est la mère de la fille voilée. C'est ça. Alors, la maman de Samira qui est la jeune femme qui porte le niqab dans le film, qui est interprétée par Megan Saunders. Oui. Et
Samira a des origines, on reste un peu vague sur la question des origines. C'est pas important, de toute façon. Parce que je voulais parler du voile, de l'angle du vêtement que portent les femmes. C'était pas tant une question de religion ou d'immigration. Et par contre, je voulais qu'on sente que Samira est un peu d'ailleurs. Il y avait quand même dans son parcours, la Tunisie était quelque part. Et donc, quand j'ai cherché la personne qui pouvait incarner sa mère, j'ai pensé à toi tout de suite. Et j'ai pensé à toi aussi parce que nos positions sur le voile sont un peu différentes. Oui, je me disais, surtout que dans le personnage de Samira, sa mère était contre le fait qu'elle porte le niqab dans l'histoire. Et là, je me suis dit, ça va être intéressant d'amener cette perspective-là dans le film. Oui. Et puis moi, j'ai accepté, c'est-à-dire... C'est sûr que j'ai réfléchi parce que moi, j'ai toujours été... tout le monde me connaît comme... quelqu'un qui est contre le voile, c'est-à-dire j'ai toujours revendiqué cela et aussi je me suis dit, même si on ne partage pas le même opinion, tout à fait le même opinion, au moins ça va susciter, le plus important pour moi, c'est que ça suscite le débat. La réflexion. Exactement. Puis je pense qu'on est pour le choix des femmes toujours. Hein? C'est ça. Alors après ça, comment est-ce que ce choix-là se manifeste? On peut avoir des opinions différentes. Mais de toute façon, dans Chienne de faïence, mon but n'est pas de faire la morale ou de me positionner vraiment. C'était plus de lancer le débat, justement, de mettre ces deux femmes-là dans une pièce où elles sont contraintes de se parler alors qu'on pense qu'elles viennent de deux mondes différents. Puis on se retrouve un peu comme ça aujourd'hui, en fait. Mais parce que pour toi, c'est la liberté de choix qui est la plus importante. Qu'elle porte, qu'elle ne porte pas, c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que c'est le droit de disposer de notre corps. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que ma mère, dont je m'occupe beaucoup ces jours-ci, vieillissante, mais elle a été une grande féministe à son époque. Elle était médecine de l'adolescence, et elle travaillait donc dans des cliniques qui faisaient des avortements. Et je me souviens que je devais avoir 10 ou 12 ans, puis je disais, qu'est-ce que c'est ça, maman, l'avortement? Bon, puis elle m'avait expliqué. Et elle m'avait dit, tu sais, l'avortement, on peut être contre, mais on n'est pas pour l'avortement. On est pour le choix des femmes d'avoir recours à l'avortement. Et ça m'était resté. Puis je me disais, c'est un peu comme avec le voile. On ne peut pas être pour ou contre le voile. D'une certaine manière, on est pour le choix des femmes de le porter ou de ne pas le porter. Puis ça nous amène à on ne peut pas nier qu'il y a des femmes dans le monde qui sont forcées de le porter. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Et est-ce que ça veut dire que si on est libre de le porter ici, ça veut dire qu'on cautionne les endroits où on ne l'est pas? Je ne sais pas, c'est pas une question qui est facile, mais moi, ça m'intéressait du point de vue, c'est ça, du vêtement, de qu'est-ce qu'on porte, les femmes? Tu sais, est-ce aujourd'hui, on ne dit plus une femme s'est fait agresser parce qu'elle avait une jupe trop courte? Alors, à partir de quand est-ce que la jupe est trop courte ou trop longue? Mais elle peut se faire agresser ailleurs. C'est-à-dire, ici, non. Au Québec, non. Elle ne peut pas se faire agresser pour une jupe courte, mais elle peut se faire agresser dans un pays musulman où la religion, c'est-à-dire, prend beaucoup de place. Oui. Mais c'est surtout ce que je veux dire, c'est qu'on n'accuse plus une femme. On ne dit plus à une femme, « Ah, ta jupe était trop courte, donc c'était justifié de t'agresser. » Et donc, pour moi, si, d'une certaine manière, on reconnaît le droit absolu des femmes à disposer de leur corps, à s'habiller comme elles veulent, si on aborde la question du voile du point de vue du vêtement strictement, ça devrait être la même chose. À partir de la question que quand on présente le film, qu'on accompagne de discussions, moi, j'aime ça présenter le film puis être là pour échanger avec le public après, comme on va faire vendredi, le 10 octobre au Cinéma Beaubien. La question que je lance toujours, c'est à partir de quelle longueur est-ce qu'une jupe est trop courte ou un voile trop couvrant? Alors, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de réponse, mais qui sont intéressantes. Mais c'était la première qu'elle a posée, cette question-là. Et ce qui m'a fait accepter de jouer dans ton film, c'est parce que tu as osé
posé cette question, tu as osé réaliser tout un film et c'est pas rien réaliser un film de A à Z, le produire, tu sais, ça coûte énormément cher le cinéma et ça a toujours coûté énormément cher et d'assumer tout ça toute seule. En tout cas, moi, j'ai été fascinée. Mais le fait, parce que j'aime les femmes audacieuses. Et comme et mon podcast, c'est ça, je l'ai créé surtout pour mettre en valeur ces femmes audacieuses-là. Parce que je le suis moi-même et parce que ça m'a toujours fascinée de rencontrer, en tout cas, ces femmes-là et surtout dans ce domaine-là, c'est-à-dire c'est pas un domaine facile et de le faire d'une façon indépendante, ça m'intrigue énormément de savoir comment t'as fait ça et comment t'arrives à faire ça. Ben d'abord, c'est ça. Un film, ça se fait jamais toute seule. Il y a eu beaucoup de gens qui ont, tu sais, à partir des comédiens, justement, des comédiennes. J'ai nommé Megan Saunders tout à l'heure. Je nomme quand même Sonia Quirillon qui joue Chantal. Donc, des comédiens, une équipe, de la direction photo, la direction artistique, la production. Mais c'est vrai qu'au départ, tout ça part d'un flash que j'ai eu. Parce que j'ai aussi scénarisé le film. Et en fait... Et donc, le flash initial, le titre, l'argument où ces deux femmes-là sont dans l'ascenseur, c'est vrai que c'est moi qui ai eu ça. Un jour, j'étais allée dans un café à Toronto, dans un Starbucks. Et devant moi, dans la file, il y avait une jeune femme qui portait le niqab. Donc, le niqab où on voit que les yeux. C'était la première fois que j'en voyais une en vrai. Okay. On était en 2016-2017. Mais c'est ça, elle portait un niqab qui était court puis qui lui tombait juste au-dessus de la poitrine. Et en dessous, elle avait un body moulant, un jeans moulant, un sac à dos sur l'épaule. Et je me suis dit, quelle image intéressante. C'était pas l'image que j'avais de la femme soumise sous une grande robe et tout ça. C'était une jeune femme, puis il y avait quelque chose de presque sexy dans sa manière d'être. Et là, j'étais complètement bousculée. Et puis, je me suis souvenue à ce moment-là d'une discussion que j'avais eue avec une scénariste. Une scénariste, Danielle Dansereau, à qui un jour j'avais dit « Ah, ma fille est dans une garderie, c'est une femme voilée qui est l'éducatrice, puis il me semble que je suis pas très à l'aise avec ça. » Puis elle m'avait dit « Tu sais, plutôt que de la juger, pourquoi tu lui poses pas des questions? » Et ça m'était resté, je me souviens de m'être dit « Ah, effectivement, j'aurais dû... » Quand on est scénariste, on aime ça raconter des histoires et plutôt que de juger l'autre, on va vers l'autre. Et donc, quand j'ai croisé cette jeune femme qui portait le niqab dans un Starbucks à Toronto, je me suis dit, je devrais aller lui parler, je devrais aller lui poser des questions. Mais bon, c'était le matin, c'est pas tout le monde qui a envie d'être dérangé quand ils achètent un café le matin. Donc, je l'ai pas fait, mais le germe du film est parti de là. Je me suis dit, quelle aurait été la conversation que j'aurais pu avoir avec elle? Que je n'ai pas eu. Ceci dit, à partir du moment où j'ai eu le flash initial, il s'est écoulé 2 ans avant que je sois capable d'écrire le scénario, parce que pour l'écrire, il a fallu que j'aille rencontrer une jeune femme qui porte le niqab. Une Montréalaise, avec qui que je cherchais à rencontrer, c'était pas évident. Et c'est par l'Association des musulmans convertis de Montréal que j'ai été mise en contact avec cette jeune femme-là. Et ça a été très intéressant parce que déjà, j'étais un peu ouverte à l'idée que l'image que j'avais de la femme soumise n'était peut-être pas celle qui était forcément le profil de toutes les femmes qui portent le niqab. Et effectivement, quand je l'ai rencontrée, j'ai passé 1h30 avec une jeune femme qui avait plein d'intérêts différents, qui est étudiante à l'université en éducation, qui aime les chats, qui fait du... Mais est-ce qu'elle est née ici? Oui. Née ici de parents... Mon Dieu. Elle vient d'Asie du Sud-Est. OK. De parents immigrants. De parents immigrants, mais elle est née ici. Oui. Mais c'est-à-dire, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu avais pensé de
rencontrer d'autres ou... J'ai voulu en rencontrer d'autres. Il y en avait une autre. difficile. L'autre avec qui je devais avoir une entrevue s'est désistée. Je pense que c'est pas facile non plus de prendre la parole. Ouais. Puis bon, celle pour qui a pris la parole, évidemment, pour elle, c'est un choix. Ouais. Alors, pour elle, c'était facile de me parler. Ouais. Elle avait quel âge, par curiosité? 23 ans. OK. 23 jeune, ans. très jeune. Oui, mais à l'université, en bac en éducation. Ouais. Et ça a été super intéressant parce que, d'abord, elle m'avait donné rendez-vous dans une mosquée. J'étais jamais rentrée dans une mosquée, moi. Et je me suis rendu compte que j'avais peur. C'est bête, mais... Tu sais, moi non plus, je suis jamais rentrée dans une mosquée. Pourtant, je viens d'un pays à presque 100% alors, de musulmans. musulmans. Juste le geste d'aller à sa rencontre dans une mosquée, déjà pour moi, c'était un grand pas. Okay. Et puis finalement, on a passé 1h30, puis c'était super détendu. Puis Est-ce que tu as été obligée de te voiler toi-même en rentrant dans une mosquée? Non, je me posais la question, puis c'était l'hiver, alors je veux comme un foulard vaguement mis par-dessus mes cheveux. Et puis, quand tu arrives à la mosquée, il y a l'entrée des hommes et l'entrée des femmes. C'est peut-être pas comme ça dans toutes les mosquées, mais dans celle-là, c'était comme ça. Et puis, je suis rentrée, puis j'étais tellement préoccupée de savoir s'il fallait que mes cheveux soient couverts ou pas que quand elle m'a reçue à visage découvert. Alors, j'étais tellement surprise parce que je m'attendais qu'elle me reçoive avec le niqab que j'ai oublié, puis j'ai pu repenser à savoir s'il fallait que je couvre mes cheux ou pas. Parce que vous étiez dans une salle entre femmes. On était seuls. Juste des femmes dans la salle. On était seuls, en fait. Ouais. Donc, il a fallu à la fin que je dise est-ce que tu mettrais ton niqab pour qu'on prenne une photo? À la fin, on l'a vu. Puis pour que je vois aussi comment ça fonctionnait, tout ça. Mais ça a été super intéressant parce que je me rendais compte que bien qu'il y a des choses sur lesquelles on pouvait pas vraiment connecter parce que j'ai pas la foi, donc ça... Mais il y avait plein de choses sur lesquelles on était très semblables, en fait. Oui, mais on est semblables tous les c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant, en mais fait. c'est juste que je suis curieuse de savoir si t'as toujours eu cette opinion-là vis-à-vis du voile? Non, mais comme je te dis... Elle a évolué ou elle a changé? Comme je te dis, quand mon enfant à la garderie en 2010, j'étais, a priori, pour moi, c'était... D'abord, j'y connaissais rien. Ça, on peut le dire. Et on n'en parlait pas tant que ça. Au Québec, il y avait eu les accommodements raisonnables et tout ça, mais donc, a priori, moi, j'étais féministe, donc j'étais pour le droit des femmes d'être libres et tout ça. Et c'est en m'intéressant à ce sujet, en voyant cette jeune femme dans un Starbucks, où ça m'a complètement surprise parce que l'image préconçue que j'avais ne correspondait pas à ce que je voyais devant moi. Et en repensant à cette scénariste qui m'avait dit « pose des questions plutôt que juger », c'est comme ça que je m'y suis intéressée et que tout au long de l'entrevue avec Fatima et après ça, tout au long de la scénarisation, je me suis rendu compte que des préjugés, j'en avais, puis qui tombaient un à un. Puis là, j'en ai certainement encore en tant que femme blanche, mais c'est quand même un sujet que je maîtrise mieux. Et mon opinion s'est forgée, mais elle évolue en même temps, mon opinion, toujours. Puis, à la limite, mon opinion est plus ou moins importante. C'est pas à moi de juger. Moi, je suis comme cinéaste, en fait, je suis pas une pamphlétaire. Je crée des opportunités pour... soulever des questions, puis après ça, c'est aux gens à se faire leur propre idée. Je comprends. C'est quand on est né ici, je suis d'accord avec toi, mais quand on est né dans un pays musulman, c'est le vécu qui parle à ce moment-là. Tu vois, comme mon cas. C'est-à-dire... Pour moi, qui a vécu la montée de l'islamisme, que ce soit dans mon pays d'origine, la Tunisie, que ce soit en Algérie, le pays voisin, que ce soit dans d'autres pays, en Afghanistan, en Iran, je sais pas quoi, la révolution iranienne. Quand j'ai vu que on n'avait pas du tout, on voyait pas du tout ce voile-là, il n'existait pas du tout avant la révolution islamique en Iran, en Tunisie. Puis tout d'un coup, on a commencé à voir des femmes voilées, pas niqabées par exemple. Le niqab, ça a commencé
à partir du 11 septembre, tu vois. Ah oui. Hein? Suite aux événements du 11 septembre, c'est là qu'on a commencé à voir des femmes qui ont commencé à mettre le niqab, mais le voile simple, le hijab, tu vois. Le hijab, et on était très étonnés, mais c'est-à-dire que ça faisait pas partie de notre culture, ça faisait pas partie, même pas de tradition, c'est-à-dire ça a été comme parachuté, tu vois. Oui, il y en avait quand même avant, parce que dans les années 50, quand la France était encore là pour coloniser, ils ont dévoilé des femmes de force. Oui, mais on n'appelle pas ça... moi, je parle du hijab. Le hijab, oui, c'est ça. La forme du hijab qui ne montre rien, c'est-à-dire qui cache les oreilles, tous les cheveux jusqu'au cou ici, on voit juste le visage. Ça n'existait pas. Le voile traditionnel qui existait à l'époque, c'était un voile, on appelle ça sefseri en Tunisie, qui existait au Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. C'était un voile même transparent et il était mis de façon très sexy. C'est-à-dire, quand les femmes mettaient ça, c'était premièrement parce que elles ne prenaient pas le temps de changer. Donc, c'était pratique pour elles, pour aller au marché, pour aller faire l'épicerie, tout ça. Donc, elles mettaient ça vite fait, puis elles sortaient. Donc, c'était pas vraiment considéré comme un voile religieux. C'était un voile traditionnel. Puis, à un moment donné, tu sais qu'on a eu le président Bourguiba en Tunisie, et qui était quelqu'un de très avant-gardiste. D'ailleurs, tous les peuples dans les pays musulmans, surtout les femmes, nous enviaient d'avoir eu un président comme Bourguiba, tu vois. De quelle année à quelle année? C'est lui qui a, c'est-à-dire de l'indépendance, à partir de l'indépendance en 1956, et je pense qu'il a pris 30 ans de pouvoir. Ah oui? Ah oui, mais tous les présidents prennent à vie, tu vois. Il était un président à vie jusqu'à ce que Ben Ali, il a fait un coup d'État. Donc, il a mis dehors, puis il a pris le pouvoir. Mais lui, il a donné, dès qu'il a pris le pouvoir, après l'indépendance, et il a donné les droits à toutes les femmes, tous les droits, sauf l'héritage. C'est-à-dire, à part l'héritage, c'est-à-dire le droit de vote, le droit... Et il a fait un discours public, et il a dit, les femmes... je vous le demande, enlevez vos voiles et allez travailler. C'est-à-dire, il était tellement pour la liberté, pour les droits des femmes, parce que, premièrement, il était marié avec une Française, il a fait ses études en France comme avocat, donc il était un peu moderne, mais... Quand il est devenu président, il a divorcé, pour les protocoles, pour les apparences et tout ça. Il a divorcé la femme française et il a épousé une Tunisienne. Mais même sa femme tunisienne, quand il sortait en public dans les voitures, c'est-à-dire c'est la première dame, on appelle ça, tu vois, elle sortait avec lui dans la voiture décapotable, mais elle s'habillait en décolleté, elle s'habillait très moderne, tu vois. Elle s'habillait, elle était une femme vraiment très moderne, et même elle a beaucoup participé à ses côtés à l'émancipation des femmes. C'est drôle, ça me donne envie de te poser une question. Oui. Parce que justement, dans le film, je mets en rapport, en opposition au départ, Samira, donc, qui porte le niqab, et Chantal, qui est une femme dans la cinquantaine, qui est adepte de chirurgie esthétique, qui a recours un peu trop souvent, selon certains standards. Et donc, je me disais, quelle est ton opinion, toi, sur la chirurgie esthétique, puisqu'il est question du droit de disposer de son corps comme on veut? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Mais pour moi, chacune est libre de disposer de son corps à sa façon. Je n'ai pas de préjugés contre personne. Moi, je n'aime pas faire ça. Je m'aime comme je suis. Et je pense que chaque âge est important.
et j'ai envie de les vivre tous ces âges-là, et j'ai pas envie de modifier. Je suis au naturel, j'aime le naturel, tu vois, mais il y a d'autres qui ne s'aiment pas forcément et qui ne sont pas heureuses comme elles sont, puis elles sont obligées comme de changer leur visage, et si ça leur apporte du bonheur, c'est-à-dire si ça les rend plus heureuses, eh bien tant mieux. Pourquoi pas, tu vois? Une femme qui se voile et qui se sente plus heureuse avec un voile, pourquoi pas? Je suis pas contre les femmes voilées, je suis contre le voile. Oh, comme quelle distinction intéressante. Ah oui, c'est différent. Okay. Je suis contre ce voile qui est ce symbole-là qui est misogyne, et j'ai toujours été pour l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai même émigré ici justement pour que je puisse être égale à mon homme et aux hommes. Une femme, pourquoi on oblige une femme à se voiler et pas un homme? Pourquoi c'est pas les hommes qui se voilent plutôt? C'est drôle parce que j'ai eu des échanges avec des gens du Qatar. Oui. Pour le film, pour Chienne de faïence. Et la dame qui m'a mis en contact avec les gens là-bas me disait les hommes au Qatar se voilent. Ils portent le voile blanc avec le... oui. Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est pas un voile, c'est une tenue, c'est la tenue traditionnelle. Oui. Comme en Inde, ils ont une tenue traditionnelle, au Pakistan, ils ont un costume traditionnel, ou c'est pas parce qu'en Tunisie, on s'habille comme à l'occidental, mais il y a, dans plusieurs pays, ils ont des tenues, des tenues traditionnelles. Même des niqabs en Tunisie. Moi, j'ai vu des voilettes qui étaient toutes ouvragées, toutes brodées et tout ça qui remonte à une autre époque. D'ailleurs, dans Chienne de faïence, je me suis inspirée de ces niqabs traditionnels parce que je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un intérêt visuel. J'avais compris, c'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe dans le costume. Qui a existé à l'époque, mais les sociétés évoluent. Et moi, je suis pour l'évolution des sociétés. Et je n'aime pas le reculer, c'est-à-dire revenir et reculer dans l'histoire. Puisqu'on a évolué, je suis toujours pour qu'on évolue plus. Et puis, est-ce que tu penses qu'on évolue toujours dans la bonne direction? Ça dépend. C'est ça. Des fois, on évolue dans la bonne direction, des fois, non. Qu'est-ce que c'est la bonne direction? Ouais. Mais pour revenir à ma position, c'est-à-dire après, par exemple, en rentrant en Tunisie après le 11 septembre, j'ai trouvé toutes les femmes de mon entourage voilées, que ce soit jeunes ou adultes ou vieilles. Toutes mes tantes, toutes mes cousines, et mes sœurs aussi. Et leur as-tu demandé pourquoi? Par pression. Mais j'ai même pas besoin de demander. C'est-à-dire, c'est la pression sociale. Tout d'un coup, après le 11 septembre, le 11 septembre a été considéré comme un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu? Oui. Okay. Donc, la religion, ça a fait revenir la religion dans la société, tu vois. Alors que la religion, quand je vivais en Tunisie, était quasiment absente. C'est-à-dire, on ne parlait jamais de religion. Mais est-ce que le 11 septembre a eu lieu parce qu'il y avait une résurgence de la religion, ou il y a eu une résurgence de la religion parce qu'il y a eu le 11 septembre, selon toi? Il a résurgence de la religion parce qu'il a eu le 11 septembre. Donc, c'était quelque chose de politique. Mais le 11 septembre, c'est un acte politique, c'est pas un acte... Donc, la résurgence de la religion est en fait une résurgence de la religion utilisée pour des fins politiques. Oui. Et que donc, ce que tu dis, et on se rejoint là,
quand j'ai vu cette jeune femme dans un Starbucks avec le niqab qui était habillée d'une manière presque sexy en dessous et qui portait le niqab presque par défi, c'est ce que j'ai senti et c'est ce qui m'a intéressée. Je te crois. Parce que je me suis dit, quel acte... je trouvais que c'était un acte important au niveau de ce que ça représentait pour une femme de faire ça. Et c'est drôle parce que quand le gouvernement de la CAQ, la semaine dernière, a annoncé qu'il voulait interdire le niqab, en fait, d'être à visage couvert en public, j'ai eu envie de porter un niqab. J'ai eu envie, par solidarité, Puis en même temps, je fais pas ça parce que je voudrais pas que ça devienne... je voudrais pas désacraliser quelque chose qui est sacré pour celle qui le porte. Puis d'ailleurs, je pense qu'à l'intérieur même de la communauté, c'est mal vu pour celles qui le font de manière politique par rapport à celles qui le font parfois. Mais c'est un peu des fois tout mélangé aussi. Tout ça, il n'y a pas juste une raison de porter le niqab. Non, il n'y a pas juste... Il y a beaucoup d'ignorance vis-à-vis de ça, mais c'est juste que pour moi, qui a vécu historiquement l'apparition de ce voile-là, le développement, je crois, je ne crois pas qu'il existe, et je ne peux pas croire qu'il existe une femme qui choisit de porter un voile. Pour moi, elles le portent toutes par pression, soit pression sociale ou politique, ou familiale, ou c'est un choix. Même quand c'est un choix obligé par défi, obligé, peu importe la raison. Pour moi, toutes les femmes veulent qu'on voit leur visage, qu'on voit leur beauté, qu'on voit... Tu vois, j'ai parlé à une femme allemande qui est allée à Dubaï et qui s'est couverte des pieds à la tête. Et elle me disait, c'est très spécial ce que ça fait comme sensation. Oui, d'être effacée, mais donc d'être libérée de la pression de plaire. Et il y avait quelque chose pour elle là-dedans qui était presque libérateur. Inversement, je reviens à la chirurgie esthétique. Quand on voit des femmes qui, de toute évidence, là, si on utilise notre gros bon sens, abusent de la chirurgie esthétique, le font-elles vraiment pour elles-mêmes ou est-ce qu'elles le font parce qu'elles sont soumises à des pressions misogynes? Oui, pour plaire. Elles le font pour plaire. Donc, mais ni l'un ni l'autre, comme j'ai dit. C'est-à-dire, pour moi, je suis pour qu'on reste tel qu'on est. Moi, je ne cherche pas à plaire à personne. Mais tu as la chance d'être bien agréable à regarder. Mais pour moi, chaque personne est agréable à regarder. Pour moi, en tout cas. La beauté est relative. Chacune est belle, comme elle est. La beauté, pour moi, il y a plusieurs genres de beauté. Plusieurs, tu vois, comme plusieurs genres de cheveux, plusieurs genres de couleurs, il y a une diversité de beauté. Pour moi, tout est diversifié. Entre autres, la beauté. Je vois des femmes noires, parfois, que je les trouve extrêmement belle et charmante. Je vois des femmes chinoises que, my God, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vois des femmes... pour moi, chaque femme est belle. Chaque personne est belle. Tu vois? Et donc, pourquoi... c'est-à-dire... essayer de changer son allure pour plaire à qui que ce soit, c'est contre nature. C'est tout simplement contre nature. Mais tu sais, ça revient à la question, quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce qu'un voile, le hijab, ça va, mais le niqab, ça va pas? Ou... un peu de botox un jour, c'est correct, mais quel qu'il soit. Un hijab simple, un voile, un niqab jusqu'ici, un niqab jusque-là, un tchador, un burqa, ça couvre la femme.
J'ai une grande robe qui me couvre beaucoup. Oui, mais je porte... Moi, je suis contre aussi, c'est-à-dire... Comme je t'ai dit, chacune est libre de porter ce qu'elle veut. Mais moi, pour moi, je deviens contre pour moi. Je n'aime pas m'habiller à trop décolleté, par exemple. C'est pas. Je n'aime pas attirer l'attention, tu vois. Attirer l'attention ou le regard sexué des gars ou des pervers, disons. Il y a des pervers qui... ça les perturbe, tu vois. Moi, je n'aime pas attirer l'attention. J'aime m'habiller simplement et j'aime, à moins qu'on est dans un événement spécial ou un mariage et même quand je vois des femmes par exemple, là on voit de plus en plus les stars qui sont habillées sans linge, carrément. Je dis mais je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas. Elles sont libres, mais moi ça ne me plaît pas. Elle est habillée sans linge et à côté d'elle, un homme qui est en costume. C'est comme contradictoire. Oui. Pourquoi lui, il n'est pas habillé en culotte, juste en culotte, alors qu'elle, elle est habillée en bikini, tu vois? En bikini. Je trouve ça très contradictoire et ça peut perturber des gens, ça peut déranger certains, tu vois. Ben oui, mais c'est là qu'on voit que le corps des femmes est très politique, malgré nous. Non, qu'il soit homme ou femme. Oui, mais comme femme, il y a des pressions, on pense qu'on a quelque chose à dire sur la manière... Mais moi, par exemple, ça me dérange de voir un homme torse nu dans la rue. Et ici, on le voit souvent. Dès qu'il fait chaud, tous les hommes sortent torse nu. Ça me dérange parce que moi, je ne suis pas capable de sortir torse nu. Tu vois? Je suis pour l'égalité. Tu sors torse nu, moi aussi, je sors torse nu. Tu sors... tu vois, c'est ça, donc c'est politique, puisque pourquoi tu ne le fais pas? Je ne le fais pas parce que ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire, je n'aime pas... par exemple, les nudistes. Oui. Est-ce que les nudistes sortent tout nus dans la rue? Ils ne sortent pas. Pourtant, c'est leur conviction, c'est leur croyance. Mais un nudiste, il va pas enseigner tout nu à l'école ou il va comme avocat plaider tout nu ou comme médecin tout nu ou comme tu vois, on a des croyances mais on les garde à la maison, on les garde chez nous. Je suis pour ça, tu vois. Peu importe les croyances, que ce soit croyances politiques, croyances religieuses, croyances sexuelles. Tout ça, c'est personnel. Pour moi, c'est personnel. Je ne vais pas écrire sur mon front que je suis lesbienne ou que je suis polyamoureuse ou que je suis... En tout cas, c'est mon avis. Oui, non, je comprends. Puis c'est pas simple, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est pour ça qu'on peut faire un long métrage sur la question, puis qu'on n'a toujours pas de réponse. Mais qu'au moins, on a des discussions qui sont intéressantes. Voilà. Et en tout cas, c'est un sujet tellement délicat et tout ça. Moi, je comprends même pas pourquoi on discute là-dessus, tu vois. Pour moi, on est obligé de discuter parce qu'ici, on n'est pas dans un pays musulman, puis quand on voit, ça dérange certains, et tout le monde, il y a des gens qui ont peur que d'être envahis par ça. Bon, c'est ridicule. On sera jamais envahis. Puis ils resteront toujours des minorités. Moi, je te dirais que en ce moment, je m'occupe de mes vieux parents. J'en ai glissé mot tout à l'heure. Et en plus d'être réalisatrice, productrice, tu es aussi aidante. Proche aidante. Et dans les hôpitaux, elles sont très nombreuses, les femmes qui portent le hijab, qui sont médecins, qui sont infirmières, qui sont préposées, infirmières auxiliaires. Et si on les avait pas, on serait bien mal pris
parce qu'elles sont très utiles à la société dans le métier qu'elles font avec bienveillance, avec connaissance. Mais tu sais que sachant que au Canada, elles sont libres de porter le hijab, ça les attire d'immigrer ici. Donc, et on les voit de plus en plus, justement. C'est-à-dire, à l'époque, quand je suis arrivée il y a 30 ans, ça n'existait pratiquement pas. C'était extrêmement rare de voir ça. Et même moi, j'ai vu c'est ici que j'ai vu pour la première fois des femmes niqabées. Quand je suis partie de mon pays en 95, de mon pays d'origine, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas du tout, tu vois. Puis même le voile était carrément interdit par la loi. Tu vois. Mais dirais-tu à ce moment-là, justement parce qu'il y a quelque chose de politique dont on a parlé tout à l'heure, que l'islamophobie est directement responsable de la montée du fait qu'on voit plus de voiles dans la société? Je ne crois pas, je ne suis pas d'accord. Premièrement, le mot islamophobie, je le déteste, je suis allergique à ce mot-là, parce qu'il a été inventé justement par des islamistes. C'est un mot inventé, nouveau, inventé pour nous accuser, nous, les femmes qui sont contre, les personnes qui sont contre le voile, d'islamophobie. Moi, je te dirais que quand je suis sortie de la mosquée, cette première fois où je suis allée à la mosquée, j'avais peur de rentrer dans la mosquée. Puis quand je suis sortie, j'étais fâchée. J'étais fâchée d'avoir avalé cette peur de l'islam qu'essayaient de me vendre les politiciens, les médias, tout ça, alors que j'étais allée rencontrer une jeune femme qui portait un bout de tissu devant son visage. Je sais que c'est plus qu'un bout de tissu, mais d'une certaine manière, ça n'est que ça aussi. Et l'islamophobie, je me suis rendu compte que je la ressentais en dedans de moi profondément, même si je me considérais ouverte d'esprit d'avoir eu l'idée d'écrire cette histoire-là, d'aller à la rencontre d'une jeune femme, je me suis rendu compte que j'étais pétrie de préjugés et que j'avais peur. C'était vraiment de l'ordre de la peur. Donc, elle existe. Mais être contre le voile, je ne peux pas le considérer comme de l'islamophobie, parce qu'on n'est pas contre l'islam. Puisque le voile, pour nous, il n'existe pas dans l'islam, comment tu peux m'accuser d'islamophobe? Il n'existe pas du tout. C'est une invention. Le voile a été inventé par les Grecs. C'est même pas l'islam qui l'a inventé, tu vois. Et c'est même pas ni le christianisme, ni le voile. Bon, les femmes... les chrétiennes aussi portaient le voile, c'est-à-dire les religieuses. Les religieuses, oui. Et ça ressemble au voile islamique aussi. Tous ces voiles-là, c'est le même voile. Au christianisme, dans l'islam, il a été inventé à l'époque pour dominer les femmes, justement. Et c'est pour cela qu'on est... Donc, c'est pour ça que je te dis... Le mot islamophobe, il a été parachuté comme le voile pour justement créer cette division entre les gens qui sont pour puis les gens qui sont contre, tu vois. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus qu'on a des préjugés, justement. Mais c'est pour cela que je salue ta décision de sortir ce film-là pour justement susciter le débat, parce que je trouve qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Tout à fait. Il n'existe pas le débat. On a des préjugés, mais sans débat. Il faut qu'il y ait des débats. Et la meilleure façon d'avoir des débats sains, c'est avec l'art. C'est à travers l'art. Et c'est parce que à travers l'art, il n'y a pas de jugement. On pose des questions. C'est ça. That's it. Et on attend des réponses. Et on rit en plus. Dans le cas de Chienne de faïence, on rit. La comédie, pour moi, était très importante.
justement pour qu'on se détende un petit peu. Parce que c'est un sujet tellement lourd. C'est tellement lourd. C'est drôle parce que même avant qu'on se rencontre, je t'ai écrit un truc. J'ai dit, je ne veux pas qu'on parle du voile. Puis tellement on parle de juste de ça. Oui, je ne voulais pas, tu vois. Mais sauf qu'on est obligé, c'est-à-dire que comme les gens me connaissent comme quelqu'un contre, c'est-à-dire jouer dans un film, dans ce genre de film, puis inviter une réalisatrice, la réalisatrice du film, les gens vont être, mais voyons donc, elle a changé d'opinion ou quoi? Non, mais je pense qu'au contraire, parce que c'est merveilleux de pouvoir en débattre. Puis moi, tu as jeté un éclairage nouveau sur certaines choses que je savais pas. Voilà. Et peut-être que j'ai fait un petit peu la même chose de ton côté. Voilà. Oui. Puis qu'on se rend compte que ce qui est merveilleux, c'est qu'on sort de là. Puis c'est pas à propos d'être pour ou d'être contre. Justement. C'est de pouvoir se renseigner mutuellement. C'est pas pour convaincre les gens. C'est C'est juste pour au moins faire réfléchir les gens. Qu'ils soient voilés ou non. Ouais. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tout le monde. Tout le monde. Le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui est matière à interprétation aussi, surtout dans la question du voile. Parce que, mettons, l'avortement, OK, c'est clair que d'être pro-choix, c'est être pro le droit des femmes à disposer de leur corps. Oui. Par rapport au voile, le droit de disposer de son corps, c'est quoi? C'est être pour ou c'est être contre le voile? Ça se pose pas de la même manière. Oui, justement. C'est ça. Mais je pense que faire confiance aux femmes, ça, c'est important. Puis en même temps, tu sais, nos jeunes filles, là. Oui. Moi, quand je vais à l'école de mes enfants, puis qu'à moins 30, les filles du secondaire avec leurs jupes, les fesses les cuisses à l'air à moins 30. Je les vois des fois en plein hiver devant les discothèques en décolleté, puis en mini-jupe, sans manteau, sans rien. Je comprends pas. C'est ça. Puis bon, est-ce qu'on intervient comme parents? Est-ce qu'on intervient ou on n'intervient pas? C'est toutes des questions qui sont... Il faut chaque âge, comme je t'ai dit, il y a un âge pour ça. Quand on est adolescente, on aime attirer l'attention, on aime attirer les regards des gars, on aime donc on essaye de plaire, tu vois, et tout ça. Mais on évolue après, on change et tout ça. Quand j'étais adolescente, j'étais comme ça aussi, c'est-à-dire je voulais attirer l'attention et tout. Mais après, j'ai beaucoup changé et jusqu'à maintenant, j'évolue. C'est-à-dire je suis pour l'évolution et non pas contre. Donc j'ai pas, mais je ne veux pas juger les autres et je n'aime pas qu'on me juge, tu vois. Moi, je m'habille comme ça me plaît. Puis je respecte les gens, je laisse libre pour les autres de s'habiller comme elles veulent et comme ils veulent. Mais je donne mon opinion. Je ne m'empêche pas de donner mon opinion, par exemple, tu vois. Je n'aime pas ça, mais tu es libre. Et moi, ça me plaît pas. Mais toi, tu es libre, tu vois. Même si j'ai pas d'enfant, mais si j'avais une fille, je vais lui dire quand même mon opinion. J'aime pas te voir t'habiller comme ça, mais tu fais comme tu veux. Tu vas grandir après. Oui, c'est pas simple. Oui, c'est ça. On laisse ça de côté parce que j'ai envie de t'entendre parler du milieu du cinéma. Comment ça se passe pour les cinéastes indépendants et est-ce que ça évolue pour les femmes d'après toi? Pour les femmes, ça a beaucoup évolué. Moi, quand la fin des années 2000 ou quand je commençais à développer des projets de long métrage, on se faisait dire à ce moment-là, il y a eu une femme qui l'a eu dans ce dépôt-ci, c'est-à-dire que, par exemple, à telle date, on peut déposer un projet de long métrage de fiction à la SODEC. Et puis, en général, sur 10 projets sélectionnés, il y en avait peut-être 1 ou 2 de femmes qui étaient pris. Tous les autres, c'était des projets d'hommes. Et ça m'est déjà arrivé de me faire dire, c'est une femme c'est telle autre femme qui l'a eu, donc tu pouvais pas l'avoir toi aussi. Et moi, je me suis impliquée beaucoup dans des organismes comme Réalisatrice équitable à une époque où ça a vraiment fait une différence. On a milité fort. En fait, Réalisatrice équitable a fait des études scientifiques, là, vraiment des études sociologiques importantes où on a démontré
en fait, on a pris chaque dollar qui était investi en cinéma, puis on dit, OK, il y en a combien pour les hommes, il y en a combien pour les femmes. Et à ce moment-là, c'était 80-20% les proportions. Et aussi, ce qu'on se rendait compte, c'est que quand un homme réalisait une œuvre, ses personnages féminins étaient souvent stéréotypés. Quand une femme réalisait, on assistait à des récits avec des personnages plus complexes, qui avaient une profession autre que juste être prostituée. Parce que souvent, dans les films masculins, c'était beaucoup ça. Donc, on a milité. Forte de ces études-là, on est allé rencontrer la SODEC, Téléfilm, puis on leur a montré les chiffres. Et ils ont pris des mesures pour que les femmes aient accès à plus de financement et ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes qui réalisent, que ce soit à la télé ou au cinéma. Oui, oui. Et plusieurs femmes aussi qui reçoivent des prix. Depuis 8 ans, ça a vraiment évolué. Moi, j'en ai pas particulièrement profité en termes de financement des institutions. J'en ai pas eu plus, j'en ai pas eu moins, j'en ai pas vraiment eu. Mais jamais. Est-ce que tu fais des demandes de subventions? J'en ai fait beaucoup. Pour Chienne de faïence, j'en ai fait beaucoup. Oui. Puis ça n'a jamais fonctionné. J'ai eu un petit peu d'argent pour écrire au tout début du Conseil des arts du Canada. Parce que ce sujet-là dérange, tu penses? Ben, tu sais, on le dira jamais in so many words, comme on dit. Je sais pas, je suis aussi un peu tête de cochon. J'aime faire les choses sans compromis. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de méconnaissances, mais on n'encourage pas les gens. Ouais, on n'encourage pas, on ne donne pas du financement pour qu'on puisse débattre là-dessus, tu vois. C'est vraiment dommage. Oui, mais on veut laisser les gens dans l'ignorance, je comprends pas. Oui, ben je pense qu'effectivement, tu sais, que c'est un film qui est nécessaire d'une certaine manière, qui va aider à l'avoir, ce dialogue-là. C'est peut-être un film qui, tu vois, comme j'ai pas eu de financement, en fait, j'ai pas une grosse sortie comme Deux femmes en or où on peut sortir dans 35 salles. Non, on fait une salle à la fois. Puis tu vois, là, on est au Cinéma Beaubien vendredi, on va être à Drummondville lundi, Joliette dans la foulée, Sorel, mais c'est une salle à la fois, c'est un spectateur à la fois qu'on va chercher. Mais c'est toi aussi qui s'occupe de la diffusion. Oui. C'est toi qui envoie. Mais c'est énorme comme travail. Ben, c'est énorme, mais je te dirais que c'est tellement gratifiant, en fait. Ah oui? Ben oui, parce que, tu sais, quand mais on tu gagnes rien, c'est-à-dire... non, tu gagnes, oui, c'est-à-dire financièrement. Non, financièrement, c'est sûr que c'est-à-dire ça ne peut pas t'aider pour produire un autre après. Non, ça, c'est clair. Mais je vois ce travail-là avec Chienne de faïence, comme de l'art, puis je pense que l'idée que l'art rapporte... C'est un problème, ça aussi. On pourrait faire un autre podcast là-dessus. Je vois Chienne de faïence aussi comme une œuvre utile. Donc, j'ai mis de côté l'idée de faire de l'argent avec ce film-là, puis juste l'idée de le transporter puis d'aller à la rencontre des gens. J'arrive à vivre autrement. Je vis certainement pas de mon art, mais pour moi, ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas rentable que c'est pas valable. Pour toi, c'est rentable à un autre niveau. Oui. Oui, puis c'est valable au niveau social aussi. On mesure tellement le succès des gens par le nombre d'argent que ces gens-là font, mais il devrait y avoir d'autres choses dans la société comme valeur que juste l'argent. Et ça ne te décourage pas, ça ne t'a pas découragé pour produire d'autres? Ben, tu sais, j'aurais aimé ça faire mon prochain film sur la psychiatrie, sur les violences que les femmes subissent en psychiatrie, puis ben, j'ai pas été financée non plus, alors je vais tu as déjà un autre scénario d'écrit? Oui. Un autre projet? Oui, un projet justement de docu-fiction sur ce sujet-là. Et tu n'as pas reçu du financement non plus? Non. Malgré que tu as réalisé ce film-là? Oui. C'est des sujets qui ne sont pas faciles. Souvent, j'essaie de prendre des sujets sous un angle différent de ce à quoi on s'attend. Oui. Et peut-être que c'est ça, c'est trop champ gauche. Ou, je peux pas dire que c'est parce que ça intéresse pas les gens, parce qu'avec Chienne de faïence, on a des très bonnes réactions. Les gens qui viennent le voir sont intéressés, ils trouvent ça drôle, ils sont touchés, ils sont bousculés dans leurs idées. Alors, je suis assez confiante que ce prochain projet sur la psychiatrie, ça va être la même chose, mais il va falloir que je le fasse avec beaucoup d'huile de coude, beaucoup de collaboration de gens qui y croient comme moi. Ouais. Puis c'est ça, pas beaucoup de dollars en banque au bout du compte, mais c'est ça, l'art, c'est... Oui, mais c'est pour ça que je t'admire, Marie-Hélène, vraiment. Parce que tu prends beaucoup de risques et tu te mets dans le danger.
c'est vraiment pas évident. Moi, en tout cas, je serais jamais capable de faire ce que tu fais. Tu pratiques ton métier, toi aussi, aussi, je avec pratique mon métier d'une passion. autre façon. Moi aussi, je prends des risques et tout ça. Mais pour moi, il y a moins de risques dans ce que je fais que toi. Je te dirais que de prendre position, tu sais, politiquement sur des enjeux comme ça, des fois, je me dis, est-ce que je m'expose? Est-ce que je me mets en danger? Parce que notre société est rendue tellement polarisée de tous les côtés que moi, je sais que j'en viens des fois à avoir peur de prendre position politiquement. Mais moi aussi, je me suis retirée des réseaux sociaux pendant des années et des années parce qu'à chaque fois que je poste un truc, je reçois que des insultes, c'est terrible. On peut plus rien, on peut plus s'exprimer publiquement comme on veut. C'est-à-dire que c'est sûr que les réseaux sociaux ont fait en sorte que maintenant, tout le monde a une tribune. Alors qu'avant, c'était un peu filtré par les médias traditionnels. Là, on dit qu'on peut plus rien dire, mais en fait, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est surtout ça le problème. C'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi, puis alors comment est-ce qu'on fait pour se prémunir contre ça? Puis quand on pense que nos enfants sont exposés dès le plus jeune âge, qu'ils ont accès à une information de tout bord, tout côté, puis là, avec l'intelligence artificielle, ça rend ça encore plus compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Alors les gens se cherchent. Tu sais, je pense que quand on rentre sur Facebook, là, où on se dit, OK, est-ce que cette personne-là est de mon bord ou pas de mon bord? Puis c'est à peu près... tout est filtré par cet axe-là. OK, est-tu de mon bord ou il n'est pas de mon bord? Puis là, quand quelqu'un arrive au centre puis dit, là, t'es comme, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne-là? Pourquoi? Elle n'est pas pour, elle n'est pas contre? Qu'est-ce que c'est? Et donc, je pense que, mettons, avec Chienne de faïence, je me heurte à ça. Parce que les gens veulent savoir, mais es-tu pour ou es-tu contre? C'est ça. C'est ça. Comme ma mère avec l'avortement, on n'est pas pour, on n'est pas contre, on est pour le choix des femmes. Pour le choix. C'est ça. Pour le choix, d'une façon générale. Exactement. Oui. Mais spécifiquement pour le choix des femmes. Oui, mais j'ai quitté tout dans mon pays juste pour vivre dans une société de choix, où on a le choix, justement, de choisir ce qu'on est et ce qu'on veut être. Et ce qu'on veut faire, et ce que je veux dire, et ce que je veux penser, et ce que je veux... Parce que quand tu vis dans les contraintes, il faut préserver ça. Il faut mortel. Moi, je suis pas j'ai pas été capable. J'étais très malheureuse dans mon pays d'origine à cause de ça, à cause de cette manque de liberté, justement, ce manque de choix. On ne choisit rien, absolument rien. Il faut toujours plaire aux autres. Parler, dire ce que l'autre veut entendre, s'habiller comme l'autre veut que tu t'habilles, choisir le travail qu'il veut que tu choisisses. Il n'y a aucun choix. Aucun choix. On n'avait aucun choix. Donc, on est chanceux ici, malgré tout, parce que dans une démocratie, tu as quand même le choix d'être ce que tu veux. Oui, puis il faut préserver ça. Et c'est très précieux. C'est très précieux et il faut protéger. Il faut protéger ça parce que c'est jamais un acquis. Que ce soit la liberté, la démocratie, c'est jamais un acquis. Les droits des femmes aussi. Les droits des femmes, ce n'est jamais un acquis. Elle l'a bien dit, oui. Donc, mais c'est quoi ton Québec? On arrive d'ailleurs à la question, parce que c'est une question que je pose à chaque invité. Ton Québec à toi, comment tu l'aimes? plus tolérant, en tout cas, comment j'aime mon Québec? Écoute, c'est drôle parce que quand j'étais petite, mes parents étaient très souverainistes. Ils étaient péquistes et on faisait le 24 juin, on se promenait en banlieue là, à Saint-Lambert avec un manche à piscine avec un drapeau, puis on faisait la fanfare. Puis pour moi, c'était l'idée de ce Québec indépendant. Ça voulait rien dire, j'avais 4 ans. Mais il y avait un projet de société là-dedans. Il y avait quelque chose de fun. C'était le fun, c'était la fête pour mes parents. Et ça,
pour moi, c'est peut-être ça, le côté festif du Québec. Je pense qu'il faut qu'on renoue avec ça, quelque chose où on est festif, c'est-à-dire qu'on est accueillant. Oui. On fait les choses pas par méchanceté, par bonheur, avec enthousiasme, avec enthousiasme et un regard tourné vers l'avenir. Par joie, oui, justement. Le Québec que j'ai aimé, c'est-à-dire qui m'a attiré et qui m'a convaincu de le choisir comme pays, comme terre d'accueil. Oui, comme terre d'accueil. C'était ça. C'était ça, le Québec ouvert, accueillant, joyeux. Tu sais, la joie de vivre des Québécois, elle n'est pas, tu la vois pas partout. Non, mais il y avait peut-être quelque chose dans cet enthousiasme-là d'un peu jeune, immature, adolescent, naïf. Je pense que là, il y a eu quand même un examen de conscience à se faire par rapport aux Premières Nations, de dire, OK, c'est facile. Nous, on dit, on est chez nous, puis bon, ben, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Ouais. Et puis maintenant, on arrive à une certaine maturité où comment est-ce qu'on peut retrouver ce côté festif, accueillant, avec une certaine sagesse, une maturité pour voir comment est-ce qu'on peut s'occuper de tout notre monde. Oui. Puis, donc, tu es d'accord avec, par exemple, Kim Thuy qui disait que le Québec a changé, les Québécois ont changé, elle ne reconnaît plus son Québec. Je ne peux pas avoir la même perspective qu'elle parce que moi, je suis née au Québec. Oui, donc, moi, Mais est-ce que tu vois des changements, c'est-à-dire par rapport à... Oui, bon, on en voit des changements, mais en même temps, en général, les gens sont beaucoup plus ouverts. Tu sais, en allant avec Chaîne de Faïence, je suis allée au Lac-Saint-Jean, je suis allée à Québec, je suis allée en Gaspésie et j'ai été surprise partout que les gens sont beaucoup plus ouverts que les médias puis les politiciens aimeraient nous laisser croire. Alors ça, pour moi, c'était une belle découverte. C'était vraiment, je me suis dit, il faut pas qu'on perde ça de vue. On est des belles personnes, mais il faut qu'on fasse attention. Merci, Marie. Ça me fait grand plaisir. C'est votre tour de vous laisser parler.